Bien. Bonjour à tous. C'est la première conférence de ce cycle du Forum Europe pour la nouvelle année universitaire et nous avons beaucoup de chance parce que tout juste sorti de Bruxelles, le jour même de l'accord sur le Brexit, 3 jours après les mésaventures du commissaire français, Bernard Guetta est avec nous ce soir pour nous parler des enjeux de l'Union européenne après les élections. Alors on aura à la fois, je pense, la petite histoire et la grande réflexion, parce que je ne crois pas qu'on va en rester au côté anecdotique des choses, même si c'est parfois, on peut parfois en tirer des leçons importantes. Mais je suis très très heureuse, Bernard, merci d'être venu ici pour partager d'abord vos premières impressions. Bernard Guetta, que vous connaissez tous, est au départ un journaliste, écrivain, qui n'est devenu homme politique que depuis quelques mois, depuis son élection donc au Parlement européen en mai 2019. Je rappelle rapidement sa carrière. Il a eu une chance folle, je crois, c'est qu'il a été le journaliste d'un grand quotidien dans des pays où il se passait des choses et il a été là au moment où il fallait être. Donc il a connu la perestroïka soviétique, Solidarność en Pologne, donc tout le mouvement de la révolution de l'Europe de l'Est. Avant ça, Reagan aux États-Unis, le début de la révolution néolibérale. Ensuite, il est revenu à Paris et a été rédacteur en chef successivement, je crois, on disait l'Obs ou le Nouvel Obs à l'époque? Successivement de l'Expansion et de l'Observateur. L'Expansion et l'Observateur, vous le connaissez tous, c'est un excellent écrivain. Il a écrit des livres non seulement intéressants sur le fond, mais très très bien écrits, dont le dernier est en médaillon. C'est un voyage que Bernard Guetta a fait dans plusieurs pays européens où apparaissaient les mouvements populistes. Ces voyages devaient être le début d'une série. Je ne sais pas si tu auras le temps de continuer la série, mais c'est une plongée au cœur de ces pays européens qui se livrent en tout cas au populisme après avoir écrit bien d'autres ouvrages. Il a eu le prix Albert Londres et le prix de la presse internationale. Et surtout, je rappelle, c'est sans doute pour ça que vous l'avez connu, il a animé pendant 20 ans, je crois. 27 ans à France Inter, tous les matins à 8h15. 8h17, pardon. Une chronique de relations internationales qui a fait date dans la pensée politique française et tout le monde se réfère encore aux chroniques de Bernard Guetta. Donc voilà, mais aujourd'hui c'est à la fois un homme politique, un homme libre que nous recevons et je suis vraiment très très heureuse. Bernard, vous avez la parole. 50 minutes maximum et ensuite donc on aura quelques moments pour lui poser toutes les questions que vous souhaiteriez lui poser. Il y en a beaucoup évidemment parce qu'on est à la veille d'une nouvelle mandature, d'une nouvelle aventure et dont Bernard va nous donner les clés peut-être pour mieux la comprendre dans les 5 prochaines années. Bon, j'imagine... Il faut appuyer sur le bouton, voilà. Bon, d'abord merci Nicole, non. Peut-être pas merci, parce que cet excès de compliments me met dans une situation embarrassante pour la suite. Enfin, je vais tâcher d'être à la hauteur de tout cela. Et donc, merci Nicole. Et merci pour l'invitation. Parce que je suis très content d'être là. Déjà venu une fois, c'était il y a 4 ans ou quelque chose comme ça. Oui. Voilà, j'en ai... 2014 5 ans. 5 ans. Et j'en avais gardé un très bon souvenir. Alors écoutez, je suppose que vous avez enfin en tête très normalement des grandes questions sur l'événement du jour, l'accord avec la Grande-Bretagne, sur l'événement de la semaine dernière, Madame Goulard. On va y venir, mais je ne vais pas commencer par ça. Je vais commencer par vous dire les 2 principales impressions que j'ai eues en arrivant au Parlement européen. J'allais dire à Bruxelles, mais il ne faut pas dire Bruxelles parce qu'on vous dit immédiatement, mais comment Strasbourg? Alors on peut dire Bruxelles-Strasbourg, mais la bonne solution est de dire au Parlement européen où qu'il siège. Alors la première impression,
et je crois que c'est une chose importante pour les années qui viennent. La première impression est que les trois grandes idées françaises sur l'unité européenne qui, depuis une trentaine d'années, presque 40 ans en vérité, faisaient sourire, ricaner méchamment, se gausser tous nos partenaires de l'Union sans exception. Ha ha, disaient les Allemands, la grande nation. Ils le disaient avec ironie, naturellement. Ha ha, la grande nation. Eh bien, ces idées, aujourd'hui, non seulement ne font plus ricaner personne, mais elles sont admises comme des évidences. Alors, comme des évidences, on va le voir tout de suite, qui ne déboucheront pas forcément. Ça, c'est une question de volonté politique, d'habileté politique, d'intelligence, des alliances, des convergences, des coalitions à construire. Bref, rien n'est donné. Mais ces trois grandes idées, non seulement sont sur la table et ne font plus rire, mais elles n'ont plus de... comment dire ça ? De concurrence. Elles sont tellement évidentes que plus personne ne leur oppose d'idées différentes. Alors ces trois idées françaises, je dis bien françaises et pas macroniennes, parce que Emmanuel Macron n'a fait que s'inscrire sur un sentier déjà tracé depuis longtemps. Ces trois idées françaises sont premièrement la nécessité d'une défense commune de l'Union européenne. Ça n'avait pas toujours été le cas. Je vous rappelle que c'est nous, les Français, qui avions torpillé au début des années 50 la CED, la Communauté européenne de défense. Grande erreur des gaullistes, des communistes, et hélas, ça me fait très très mal de le rappeler, mais aussi de Mendes France. Mais depuis cette erreur initiale, nous étions les grands avocats de cette idée de défense européenne que nous défendions régulièrement, parfois avec des petits succès, avec les Britanniques, mais sans jamais que ça ne débouche et sans jamais que nous n'arrivions à vaincre la crainte, la double crainte de nos partenaires. La première était que, enfin, si on fait une défense européenne, ça va nous coûter cher, alors que jusqu'à présent, nous nous reposions sur les États-Unis et nous n'en avions pas un sou à débourser, enfin, à part les Britanniques et les Français qui, eux, avaient une véritable défense. Mais les autres ne dépensaient rien, ou à peu près, parce que les gardes du Palais Royal de Copenhague, ça ne coûte pas très très cher. Et donc... ils sont fous, ces Français, de vouloir nous faire dépenser de l'argent. Et deuxièmement, ils sont fous, ces Français, et ça on l'entendait dans beaucoup de pays, mais tout particulièrement dans un pays comme la Pologne, et pour des raisons évidentes, et d'ailleurs assez faciles à comprendre. À leur place, sans doute aurions-nous réagi de la même manière, mais non, avec votre idée, disait-il, de défense européenne, vous allez affaiblir l'Alliance Atlantique, ce serait une catastrophe, vous nous priveriez du parapluie américain, c'est dangereux pour tout le monde et tout particulièrement pour nous Polonais, pour nous Baltes aussi d'ailleurs, tellement menacés, et c'est vrai, tellement menacés par la Russie et celle de M. Poutine en tout cas, et son désir de reconstituer l'Empire, pas forcément par la force, pas particulièrement dans un État unique, mais en zone d'influence, cela oui, certainement. Eh bien, cette idée de défense européenne, plus personne aujourd'hui ne la conteste au Parlement, ni au Parlement européen, bien sûr, ni dans aucune des capitales européennes, pas même à Varsovie, où les gens, y compris du parti conservateur au pouvoir, du parti droit et justice, expliquent benoîtement que oui, finalement, cette idée est une bonne idée, car, disent-ils, cela va consolider l'Alliance Atlantique. Bon, écoutez,
si c'est ainsi qu'ils viennent à l'idée de défense européenne, parfait, moi je n'y vois aucun inconvénient et il n'y a aucun inconvénient à y voir. Le fait notable, c'est que même à Varsovie, l'idée de défense européenne, idée vraiment française, est aujourd'hui complètement admise. Et puis, l'autre idée française sur l'unité européenne, c'était l'idée d'Europe puissance. C'était une idée tellement française que essayer de traduire Europe puissance en anglais, la langue véhiculaire de l'Union européenne, et vous n'y arriverez pas. Alors il fallait expliquer l'Europe puissance, virgule, acteur politique de la scène internationale. Eh bien, cette idée aujourd'hui, elle est admise. Il faut, évidemment, et cela vaut partout, dans toute l'Union, il faut évidemment que l'Union s'affirme en acteur autonome de la scène internationale. Et puis la troisième idée, alors la plus moquée sans doute, le vieux colbertisme des Français, ils n'ont toujours pas compris ce qu'était l'importance de l'initiative individuelle, de l'entreprise, des entrepreneurs. Ils en sont toujours assez lourds de machines étatiques. La politique industrielle, mais quelle blague, comment on dit ? Anachronisme. Anachronisme, merci. Quel anachronisme ? Eh bien, soudain, ça n'est plus un anachronisme. Soudain, nos partenaires européens, à des degrés divers, bien sûr, je ne vous dis pas là non plus que ce soit fait, mais à des degrés divers, en sont à se dire que, ben oui, c'est vrai, que face à la montée des Chinois dans le domaine technologique, face à la brutalité des Américains dans le domaine de la concurrence industrielle, face aussi au réchauffement climatique. C'est fondamental. Face aussi au réchauffement climatique, eh bien oui, l'action publique, je ne dirais même pas l'État, car ça reste un gros mot, mais l'action publique, les politiques publiques, eh bien, doivent prendre ou reprendre une importance qu'elles n'avaient certainement pas au niveau européen et plus guère au niveau national. Tout a changé en ce sens. Tout a changé. Et quand je faisais des papiers, il m'arrive encore d'en faire d'ailleurs, enfin quand je ne faisais que des papiers sur l'unité européenne et l'Union, je voyais à quel point la France, sur ces trois idées, était isolée, était seule, était solitaire en fait, était solitaire. Eh bien non, aujourd'hui ce n'est plus le cas, et ce n'est plus le cas grâce à un homme auquel nous devons être tous infiniment reconnaissants, auquel nous devrions ériger des statues, à M. Trump, l'Europe reconnaissante. Grâce à M. Trump, eh bien, même les Polonais ont compris que le parapluie américain n'était plus une certitude, ont compris que devant, enfin plutôt entre M. Poutine et son revanchisme et M. Trump, alors comment rester poli ? Je ne sais pas bien, c'est quand même le président des États-Unis. Enfin, M. Trump et ses excès de langage, on va dire. Allez, disons, M. Trump et ses tweets, tout simplement, voilà. M. Trump et ses tweets, eh bien, un esprit rationnel et un tant soit peu cultivé, un esprit qui ne tendrait pas à reprocher aux Kurdes de ne pas nous avoir soutenus sur les plages de Normandie. D'envoyer des bombes nucléaires pour casser les ouragans. Oui, c'est ça, oui, par exemple, oui. Et tant d'autres choses, tant d'autres choses. Je ne sais pas comment on traduit foolish en français, mais enfin quand même un président des États-Unis qui écrit à M. Erdogan pour lui dire « don't be foolish »,
Enfin, déconne pas, quoi, en bon français. Oui. C'est ça, enfin, déconne pas. Le président des États-Unis écrit sur du papier en tête de la Maison-Blanche aujourd'hui au président de la Turquie, dont on pense ce qu'on veut, c'est-à-dire pas du bien. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Il lui écrit « déconne pas », tranquillement. Eh bien, face à cela, même nos amis polonais, même mes amis polonais, auxquels je suis tellement attaché, pas ceux du PiS, mais enfin la Pologne, quoi, se disent que oui, il faut une affirmation politique des pays de l'Union européenne, et donc de l'Union européenne elle-même. Alors vraiment, tout en est changé. Et puis, la deuxième impression que j'ai, la première n'est guère discutée. Ma deuxième impression, elle est plus discutée, y compris beaucoup de mes amis politiques du groupe Renaissance me disent que non, j'exagère, oui peut-être un jour, mais qu'on n'y est pas, etc. Ben, écoutez, moi, quand j'observe les travées des réunions plénières du Parlement, quand j'observe surtout les couloirs, les bars, les restaurants, les alentours du Parlement, je repense chaque fois à ma découverte de la politique américaine au début des années 80, ça ne me rajeunit pas, mais enfin je vous l'avoue, quand j'étais correspondant à Washington et que j'ai couvert pour la première fois une convention démocrate et une convention républicaine en 84. Et pour le Français que j'étais, arrivant du continent, connaissant les États-Unis comme gamin, comme touriste gamin, mais pas du tout comme journaliste, je ne voyais pas vraiment, véritablement de différence fondamentale entre ces deux grands partis, tous les deux américains, quoi, finalement, me disais-je à l'époque, bêtement, sottement. Et puis, j'arrive à la Convention démocrate, et on aurait dit le congrès d'un syndicat enseignant en France. J'arrive à la Convention républicaine, et on n'aurait pas dit c'était évidemment le congrès des notaires de France. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Les chevelures sont domestiquées ou ne le sont pas. Les costumes sont 3 pièces ou pas costumes. Les âges ne sont pas les mêmes non plus. Et puis, je ne sais pas, il y a des visages qui font plutôt... C'est quoi les quartiers branchés de Paris aujourd'hui? Moi, je ne sais plus, mais enfin, c'est quoi les quartiers branchés à Paris? Le 11e, non? Voilà. Alors, il y a d'un côté des visages qui font 11e arrondissement et d'autres qui font Neuilly-Auteuil-Passy. C'est très clair. Eh bien, il y a un parti au Parlement européen, il y a un parti démocrate qui va des gauches utopistes, car ce ne sont pas véritablement des extrêmes gauches, c'est quelque chose d'assez nouveau. Des gauches utopistes aux macronistes, en passant par les sociaux-démocrates et les Verts. Et puis, il y a un parti républicain qui est aussi hésitant que le parti républicain aux États-Unis l'était avant l'élection de Trump, hésitant entre une vieille tradition de centre-droit et la montée du Tea Party et maintenant du Trumpisme. Et ce parti républicain, en devenir, comme l'est le Parti démocrate dont je vous parle, ce parti républicain en devenir, c'est les plus gros bataillons de la droite traditionnelle et non pas la totalité, mais 2 gros bataillons des nouvelles extrêmes droites. Et je ne vous dirai pas qui je croise bras dessus, bras dessous dans les couloirs, mais c'est tout à fait parlant. C'est tout à fait parlant. Nous avons, en pointillé, c'est ma deuxième très forte impression, nous avons une américanisation de l'échiquier politique européen avec un bipartisme démocrate et républicain et des partis démocrates et républicains qui ressemblent finalement beaucoup à ce qu'ils sont aux États-Unis.
Alors sur quoi tout cela peut-il déboucher? La réponse est que je ne le sais pas. La réponse est que ça dépend de tellement de choses que personne en vérité ne le sait. Mais sur quoi est-ce que je souhaiterais, et sur quoi serait-il souhaitable que cela débouche ou débouchât? Je dirais sur réellement les premiers pas d'une défense européenne, vraisemblablement par le biais d'accords industriels. Je crois que c'est le plus important, le plus urgent, et le plus concret, et que donc cela nous permettrait d'avancer. Cela nous permettrait d'avancer aussi en n'étant pas dépendant des fournitures d'armes américaines, ce qui est quand même assez important, et pas non plus dépendant des fournitures d'armes russes, car tout peut arriver et ce ne serait pas pour le coup particulièrement souhaitable. Donc je crois que cela peut déboucher sur l'affirmation progressive, naturellement, et toujours incertaine, mais quand même, d'une défense européenne. Qui dit défense européenne dit plan stratégique, dit réflexion stratégique, dit donc à moyen terme ébauche et ébauche qui s'affirme d'une politique étrangère commune, en tout cas d'une vision commune du monde et de ses dangers. Et dans une Union européenne qui a déjà une monnaie commune, de plus en plus bonne ou mauvaise de politiques économiques communes, je dirais pour être honnête vis-à-vis de vous qu'à mes yeux ces politiques économiques sont plutôt mauvaises que bonnes, mais enfin elles existent. Eh bien, une union qui a une monnaie commune, des politiques économiques communes, des réglementations pour le coup plutôt bonnes en général, en matière environnementale et sociale. Si vous ajoutez à cela une défense commune et donc une défense portant une politique étrangère commune, eh bien on arrive assez rapidement à la définition de ce que l'on appelle le mot en F pour ne pas le prononcer. Quelque chose qui ressemble à une fédération d'États-nations naturellement. D'États-nations naturellement. Il y a donc là une dynamique intéressante. Et puis souvenons-nous des deux autres idées françaises. Bon, l'affirmation d'une Europe puissance, oui, ça c'est là déjà dans le premier point. Et puis les investissements communs dans les industries d'avenir, d'abord ils y seront si on a une industrie de défense commune. Souvenons-nous que Internet est un fruit inattendu d'ailleurs, mais un fruit du budget du Pentagone aux États-Unis, du budget de recherche du Pentagone. Il y a une dynamique forte aujourd'hui à Bruxelles, au Parlement. Je pense à la Commission. Relisez à cet égard ou lisez le discours d'investiture d'Ursula von der Leyen. C'était vraiment un très bon discours. Et si je n'étais pas français, je dirais très tranquillement que c'était, du point de vue des idées fondamentales qui le structuraient, un discours totalement français. Profondément français, en tout cas. Alors, est-ce que c'était parce que Madame von der Leyen est francophone et francophile, qu'elle a grandi à Bruxelles et été éduquée dans une école internationale où le français était dominant? Oui, peut-être. Je crois surtout, encore une fois, que c'est grâce à M. Trump et à l'évolution de la configuration internationale, parce que M. Trump et les États-Unis d'aujourd'hui nous conduisent à cela
et nous y conduisent d'autant plus fortement que M. Trump a été précédé par M. Obama I et M. Obama II, qui avait été lui-même précédé par M. Bush I et M. Bush II, et que les deux prédécesseurs, sous leurs deux mandats respectifs, avaient l'un et l'autre amorcé ce retrait des États-Unis de la scène internationale, à l'exception, naturellement, de la scène pacifique et de la confrontation avec la Chine. Je demande pardon, j'ai un peu mal à la gorge et je ne voudrais pas être pris d'une canne de tout, donc je bois un peu. Qu'est-ce qui peut contrarier tout cela? Beaucoup de choses. Pas définitives, mais beaucoup de choses quand même, qui additionnées deviendraient préoccupantes. La première, c'est que ça coûte cher, cette évolution. Si vraiment on va vers là, il faut un budget européen plus conséquent. Chacun racle ses fonds de tiroir, y compris à Berlin maintenant. Madame Merkel ne veut pas augmenter la contribution allemande. Tout le monde dit que oui, bien sûr, il faut plus d'argent pour lutter contre le réchauffement climatique, mais surtout pas en mettant plus de sous sur la table, mais en faisant des économies sur d'autres budgets, ce qui est évidemment difficile. On va les faire sur quoi? Sur la PAC, bonjour les émeutes dans toute l'Europe. On va les faire sur le social, il y en a déjà si peu que ce serait vraiment préoccupant. On va les faire sur quoi? Sur Erasmus? Non, c'est une priorité nouvelle, heureusement, et tout le monde en est d'accord. L'extension, je veux dire, d'Erasmus. Donc, il y a un problème de sous et, qui va se poser réellement. Et puis, il y a un deuxième problème, c'est qu'autant tout le monde est d'accord sur ces idées qui étaient autrefois françaises et qui deviennent communes, autant le degré d'adhésion n'est pas le même. Bah oui, bien sûr que tout le monde admet les trois idées dont on a parlé, mais jusqu'où? Jusqu'à quel degré? Ben là, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et puis, il y a un troisième problème qui va me permettre de passer de la grande histoire à la petite histoire. Ces idées françaises sont tellement aujourd'hui dominantes dans tous les esprits que la France en devient inquiétante pour nos partenaires. Parce que, comme dans de précédentes et brèves périodes de l'histoire de l'unité européenne, nous sommes prévalents. Nous sommes devenus prévalents. Ça agace, ça inquiète. Ça agace et ça inquiète d'autant plus que, par un hasard, parce que les deux choses, en vérité, ne sont pas du tout liées, par un hasard politique, il se trouve que notre président, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, là n'est pas la question, que notre président est le seul dirigeant national solide aujourd'hui sur la scène européenne. Alors bon, ne parlons pas des Britanniques, ne parlons pas des Italiens, ne parlons pas des Espagnols. Oui, bien sûr, il y a le Portugal, mais enfin, j'espère qu'il n'y a pas trop d'amis portugais dans la salle, mais enfin, c'est quand même pas le pays le plus décisif de l'Union. Exemplaire, oui, mais décisif, je ne le crois pas. Madame Merkel, elle est partante, et elle est partante dans des conditions qui sont de plus en plus compliquées parce que son parti se déchire sur sa succession, premièrement, et que deuxièmement, le modèle allemand, le modèle économique allemand est aujourd'hui au minimum essoufflé.
parce qu'il est totalement fondé sur les exportations et que ces exportations sont mises à mal, ce serait trop dit, enfin peut-être mises à mal, en tout cas menacées par la guerre commerciale ouverte par M. Trump. Alors il reste qui? Ah bah oui, il reste des Scandinaves, il reste, j'allais dire les Pays-Bas, même pas. Ils viennent de perdre leur majorité. Bon, ils vont s'en sortir vraisemblablement, mais enfin, quand même, M. Macron, lui, il a surmonté, à la surprise générale, l'épreuve des Gilets jaunes, et Dieu sait qu'elle était sérieuse. Il va prendre un mauvais coup aux élections municipales, mais il n'en mourra pas, loin de là. Et puis pour le reste, il est là jusqu'à la prochaine présidentielle. Et bizarrement, l'économie française, sans être ce qu'était l'économie allemande du début de cette décennie, se porte plutôt pas mal, sauf art. Alors, des idées françaises prévalentes, un président de 14 ans et demi, insolent, brillant, insupportable, enfin, agnant, quoi, tête à claque, on n'en peut plus. Le Parlement ne supporte pas ça. Et Berlin et les autres capitales, je ne vous dis pas. C'est un problème. C'est un problème parce que dans ce climat où nous avons tout, mais où tout nous menace, il faudrait que nous soyons un peu habiles. Alors là, je vais baisser la voix et vous dire tout à fait entre nous, mais vous ne le répéterez à personne, que ça ne sorte pas de Paris. Nous ne le sommes pas du tout. Vraiment, nous ne le sommes pas. Je ne vais pas développer, mais nous avons donné... non, je ne vais pas dire ça. Nous ne le sommes pas du tout, et l'épisode Sylvie Goulard le prouve. Voilà, on va le dire comme ça. Et l'épisode Sylvie Goulard le prouve. Parce que nous nous sommes dit qu'elle était la plus compétente, la meilleure, la plus expérimentée, et c'est vrai. Et c'est vrai. Le problème, c'est que non seulement ça ne suffit pas, mais que ça a rajouté aux deux problèmes précédents. La prévalence des idées françaises, ce président insupportable, et maintenant cette Goulard odieuse. C'était pas possible. Et j'ai vu, je savais, comme journaliste, depuis un demi-siècle de journalisme, je savais comme journaliste que la politique était un art cruel. Mais ce que j'ai vu pendant une semaine au Parlement européen était absolument abominable. C'est-à-dire que j'ai vu des gens s'enivrer à l'idée de déchiqueter Sylvie Goulard et de boire son sang en séance plénière, ce qu'ils ont fait avec une brutalité onctueuse et hypocrite qui vraiment me levait l'estomac et était digne de lever l'estomac. Et cet échec devrait nous apprendre. Ça ne nous a rien appris du tout. Ça ne nous a rien appris du tout. Je ne vais pas développer, mais ça ne nous a rien appris du tout. Ce qui s'est passé depuis l'échec de Sylvie Goulard, ce que j'ai entendu à ma plus grande stupeur, me laisse penser que finalement, nos amis européens n'ont pas complètement tort en disant que nous sommes arrogants et tête à claque. Jusqu'à présent, c'est une chose qui m'irritait considérablement.
je ne voyais pas en quoi nous l'étions. Je commence à voir en quoi nous le sommes. Je commence à voir en quoi nous le sommes. Et c'est vraiment un problème qui est de la petite histoire, qui relève de la petite histoire, mais quand la petite histoire s'ajoute à la grande, eh bien là, ça devient compliqué. Est-ce que j'en suis pessimiste pour autant? Non, car je suis français, donc rationnel, donc arrogant, et j'ai tendance à penser que la raison l'emporte. Mais en principe, oui. Surtout quand nécessité fait loi, et nécessité fait loi en l'occurrence. Mais attention, attention. La veille de la deuxième audition de Sylvie Goulard, je passais un moment avec une des figures allemandes du Parti populaire, du Parti conservateur, donc au Parlement européen, un homme vraiment ouvert, intelligent, très très européen, etc. Et je lui dis, mais enfin quand même, vous, le PPE, vous n'allez pas foutre en l'air Sylvie demain. Et il m'a répondu, mais est-ce que vous croyez vraiment que ce que la France a fait à Manfred Weber pourrait être priceless, he said. Priceless, pourrait ne coûter rien en bon français. Bon, je suis sorti convaincu que si lui me disait ça, Sylvie ne passait pas. Et elle n'est pas passée. Et elle n'est pas passée parce que la petite histoire et la grande histoire se sont conjuguées. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il me reste combien de temps? Oh, c'est bon. Ça fait 10 minutes. Ah bon? Maximum, hein? Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben d'abord, comme me le disait cet ami allemand du Parti populaire européen à la veille de la seconde audition de Sylvie Goulard, il me disait, vous savez, cher Bernard, il y a des moments où il faut savoir mettre sa tête sur son bras. Vous voyez l'image? Moi, j'ai pas tout de suite compris. Non, sur son bras, c'est-à-dire se la couper, se la poser et faire le modeste. Je crois que c'est un conseil à suivre. Je crois que c'est un conseil à suivre. Je crois qu'il avait raison. Deuxièmement, il faut voir où sont nos amis. Nos amis, ils sont dans... Tous mes amis à moi ne partagent pas cette analyse, mais je vous la livre, c'est la mienne. Nos amis, ils sont dans ce que je vous décrivais hier tout à l'heure, comme ce parti démocrate en pointillé. Moi, je m'y emploie en faisant matin, midi et soir des grâces aux Verts, aux sociodémocrates, à la gauche de la gauche, non pas sur n'importe quoi, mais sur des sujets sur lesquels nous nous rejoignons réellement. Et là, je leur dis, bon, mais écoutez, si on se rejoint réellement, sur tel ou tel sujet, on agit en commun. Et je crois qu'il faut le faire. Je crois qu'il faut le faire parce que c'est là qu'il y a une majorité. Et que agiter l'épouvantail de cette majorité devant le PPE, c'est une bonne manière de l'amener à composer un petit peu ce dont nous avons besoin. Mais il faut que nous devenions, j'allais dire roula, mais c'est exactement ça. Il faut que l'on devienne un peu plus habile. Et puis, une deuxième chose. Est-ce qu'il y a des gens du Quai d'Orsay dans la salle? Non. Non? Vous pouvez vous dénoncer. C'est une bonne maison ici. Il n'y a pas de problème. Non, mais je n'ai rien contre les gens du Quai d'Orsay. Au contraire, je n'y ai que beaucoup d'amis. Mais je crois que la France d'aujourd'hui, c'est-à-dire son président, son jeune président, devrait dire
dans un discours-programme qu'il n'a toujours pas prononcé, bizarrement, un discours-programme de politique étrangère. Voilà nos objectifs. Voilà ce que nous souhaiterions dans les relations avec la Russie, dans la construction d'un co-développement avec la rive sud de la Méditerranée, les rives sud de la Méditerranée, dans le rapport avec les États-Unis, dans le rapport avec la Chine. Voilà ce que nous souhaitons, naturellement sur la construction européenne, voilà ce que nous souhaiterions. Et naturellement, un bon diplomate présent dans la salle me dirait tout de suite, mais non, il ne faut jamais faire ça, parce qu'on n'y arrive pas. Par définition, on n'y arrive pas, enfin en tout cas pas tout de suite, pas avant longtemps. Et donc, cela passe pour un échec. Ah, le président de la République avait dit qu'il voulait et ça n'est pas fait 6 mois après, ou même 2 ans après. Ben non, ça n'est pas fait 2 ans après, mais ça reste les objectifs de la France. Et ces objectifs, il faut les marteler, il faut les avancer, il faut en convaincre le plus de gens possible et se souvenir de ce que l'Église, je veux dire l'Église catholique, dit de ses conciles. Elle dit qu'il faut plusieurs siècles pour qu'un concile soit reçu. Alors je ne parle pas là de plusieurs siècles, évidemment pas. Mais là, je parle de plusieurs années, oui, bien sûr. Peut-être d'une décennie, peut-être de 2, je ne sais pas. Nous ne savons pas, personne ne sait. Mais il faut que dans ce chaos mondial, la France définisse le souhaitable. Il le faudrait. Et là, nous serions, nous les députés, mais aussi notre futur commissaire, Madame von der Leyen, qui est si proche de nos idées, et tant d'autres, nous serions beaucoup plus à l'aise pour dire, ben, voilà ce qu'on essaye de faire. Voilà ce qu'on vous propose d'essayer de faire, parce que ceci, cela, un raisonnement à moyen et long terme. Cela nous manque. Cela nous manque car qui d'autre que nous pourrait le faire aujourd'hui? Eh bien, avec l'arrogance française bien connue, je dirais personne. Je dirais personne et je crains que ce ne soit vrai. Et je crains que ce ne soit vrai. Le problème, c'est que nous ne le faisons pas. Nous ne l'avons pas encore fait. Quoi d'autre? Bah, écoutez, c'est déjà pas mal. Si on faisait ça, ce serait déjà pas mal. À part ça, encore un mot, je terminerai là-dessus. Découvrir le Parlement européen, c'est vraiment découvrir un lieu extraordinaire. C'est un lieu extraordinaire parce que la concentration de gens à l'intelligence originale, c'est-à-dire à l'intelligence tout court, est assez exceptionnelle. Pour une raison très simple, c'est qu'à peu près tous les pays, la France en particulier, mais à peu près tous les pays envoient au Parlement européen les hommes politiques ou les femmes politiques dont ils veulent se débarrasser. Parce qu'ils sont... Pas dans le moule. Parce qu'ils ne sont pas dans le moule, merci. Michel Rocard m'avait expliqué ça il y a 10 ou 15 ans, quand il était lui-même parlementaire européen, enfin retrouver les dates, je ne sais pas exactement si je dis une bêtise, enfin il y a quelques années quand il était lui-même parlementaire européen, et il m'avait dit, vraiment Bernard, allez-y, il ne disait pas allez-y comme député, hein, allez-y, allez voir, parce que vraiment il y a des gens intéressants. Et c'est toujours le cas. Il y a vraiment des gens exceptionnellement intéressants. Et bonjour. Et originaux, et indépendants, autonomes, je veux dire, autonomes. Et puis, c'est une tour de Babel. Alors, je sais bien que la tour de Babel elle-même, ça ne s'est pas très bien terminé. Mais
mais c'est quand même pas mal. Mais c'est quand même pas mal. Et puis, et sans doute est-ce là, avec l'auberge espagnole, le célèbre film, le lieu où l'on voit le mieux que l'Europe, tiens, je vais terminer par cette provocation, que l'Europe est une nation. Je vous remercie. Et, merci infiniment Bernard pour cette analyse originale. Mais c'est normal puisque maintenant tu es un parlementaire européen, donc tu es intelligent et original. Alors moi je partage complètement cette analyse, ce paradoxe des idées françaises sur l'Europe puissance qui deviennent communes, alors que la puissance française devient détestable. Et donc, plus on réussit, plus on gagne, plus on est mal aimé. Ça, je partage et ça me paraît très, très juste. Très, très juste. J'ai plus de scepticisme sur la solution. Je ne crois pas que la solution soit de faire que le président français fasse un grand discours sur les objectifs qui seraient souhaitables en matière de politique étrangère, parce que ça va encore hérisser encore plus nos partenaires. À chaque fois qu'il a fait, il en a fait beaucoup, des discours sur l'Europe, c'est même sa valeur ajoutée. À chaque fois qu'il a fait, dans le fameux discours à la Sorbonne en septembre 2017, oui, 2017, à chaque fois nos partenaires européens étaient à la fois un peu impressionnés et en même temps agacés. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce type qui veut nous raconter ce qu'on doit faire? Et donc moi, je crois plutôt qu'il faudrait la modestie, certainement, mais c'est comme si on demandait à une huître d'être séduisante. C'est quand même un peu difficile pour un Français. Moi, je crois qu'il faut essayer d'élargir ce camp des mal-aimés. C'est-à-dire qu'il faudrait faire une alliance, pas seulement avec les Allemands, c'est bien d'avoir Madame von der Leyen de notre côté, mais il faut faire un vrai groupe des quatre. Moi, je pense que cette Europe ne pourra pas avancer si la France est le seul moteur. Parce que plus la France est moteur, plus elle sera détestée et plus l'Europe va régresser. Il faut faire un groupe des quatre avec l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Les Polonais que tu adores seront invités quand ils respecteront l'état de droit. Mais il faudrait que Emmanuel Macron prenne son bâton, aille dans ces quatre capitales et dise « faisons un quad ». C'était le vocabulaire de l'OTAN dans les années 70. Faisons un groupe des quatre et portons ensemble des idées, notamment de grands discours de politique étrangère. Ça pourrait passer. Mais tout seul, il me semble qu'on va encore torpiller les idées qu'on essaye de faire avancer. Alors, ça, c'est ma remarque. Ma question est, il y a un mot que tu as très peu prononcé, et qui sont le groupe des Verts. Parce que ça a été quand même un des faits importants de ces élections européennes, la montée du parti des Verts dans toute l'Europe, un peu moins en Europe centrale et orientale, mais quand même dans toute l'Europe. Encore que, oui, je suis d'accord. Or, ces Verts, alors là c'est une vraie question, est-ce qu'ils partagent ces idées d'Europe puissance, de défense européenne? Moi, j'avais beaucoup suivi les débats en mai 2019 au Parlement sur le vote en faveur du Fonds européen de défense, et la porte-parole des Verts, dont j'ai oublié le nom, qui est une Allemande, était extrêmement réticente en disant une chose qui me paraît évidente, mais ça va être difficile de contrer, c'est que la défense, c'est pas vert. Et ça, c'est vrai qu'on n'imagine pas une politique de défense durable. La défense, c'est fait plutôt pour détruire que pour conserver. Et donc, moi, je me demande si, au Parlement européen, ce groupe des Verts ne va pas être, au sein de cette grande poche démocratique que tu dessinais, ne va pas être un obstacle, en fait. Je me demande si ce n'est pas eux qui vont bloquer ces idées d'Europe puissance, cette défense européenne, au nom d'arguments qui sont très justes, la défense de la planète, le développement durable, etc., mais au nom des économies. C'est pas la peine de mettre 20 milliards sur la défense, il vaut mieux les mettre sur la protection de la planète. Et donc, ça, c'est ma question. Comment ce groupe des Verts va se situer dans cette nouvelle galaxie politique du Parlement européen? J'ai plein d'autres questions, mais ça, j'en pose celle-là, et après, on va ouvrir le débat. Je dois répondre? Oui, c'est bien de répondre.
Pardon. Ma réponse sera très très brève. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ce que j'observe, c'est que tous les groupes politiques aujourd'hui, y compris celui auquel j'appartiens, pas plus que les autres, mais autant que les autres, sont incroyablement divers. Il y a chez les Verts des gens, j'en connais pas mal, je ne sais pas s'ils sont majoritaires, ça je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Mais enfin, ils sont nombreux, ils ne sont pas inexistants, loin de là, qui sont tout à fait attachés à l'idée d'une Europe acteur de la scène politique internationale. Et souvenons-nous que quand le leader des Verts à l'époque, des Verts allemands, excusez-moi, était au ministère des Affaires étrangères allemand en coalition avec les sociodémocrates, eh bien, c'est lui qui avait convaincu son parti de la nécessité d'intervenir dans le conflit yougoslave de l'époque. Et il y avait eu un débat, mais d'une très, très grande, je dirais pas violence, mais passion politique, et il l'avait emporté. Il l'avait emporté avec le soutien très, très actif de Daniel Cohn-Bendit, qui garde une influence marquante au sein des groupes des Verts au Parlement. Alors, je ne te dirai pas que non, tu as tort parce que forcément les Verts tomberont du bon côté, mais je te dirais que la question reste ouverte. Nous avions reçu Daniel Cohn-Bendit ici en janvier l'année dernière, janvier 2019, et effectivement, de façon assez surprenante pour moi, il était devenu un militant de la défense européenne. Absolument. Complètement. Ouais. Parce que c'est un militant de l'affirmation politique de l'Europe. Absolument. Alors, je vais ouvrir le débat. Ça marche. Oui, Daoud Kahn, fondateur de Fédéral Europe, parti franco-allemand de droite. Je fais partie des fondateurs d'un parti franco-allemand de droite qui a pour... vous avez parlé de la défense européenne, en parlant des coopérations industrielles. Ça fait assez longtemps qu'on en a. Ça n'a pas débouché sur une autonomie stratégique européenne. Pour ça, il faut une armée européenne. Vous avez parlé de la puissance européenne et vous avez parlé de la politique industrielle européenne. Pour ça, il faut un gouvernement européen pour avoir les moyens d'agir. Donc ça pose la question du fédéralisme, à notre sens, si on veut vraiment avancer sur la voie de l'Europe. Et pour nous, le fédéralisme, ça commence par la France et l'Allemagne. Parce que si on essaie de faire tout en même temps, c'est pas possible. Vous avez indiqué que selon vous, l'Europe était une grande nation, une supernation. Donc pour nous, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc ma question, qu'est-ce que vous penseriez d'une initiative franco-allemande pour créer un gouvernement franco-allemand, alors qu'il ne sera pas responsable de tout, uniquement de ce que la France et l'Allemagne ne peuvent plus faire tout seuls, pour ensuite agréger progressivement le reste des pays européens, ce noyau fédéral qui sera membre de l'Union européenne? Je vous répondrai, monsieur, que par une phrase que tout mon être rejette, mais qui me semble néanmoins juste. Je crois que le mieux est l'ennemi du bien. Je ne peux que sympathiser avec ce que vous venez de dire, mais je suis en désaccord complet.
je suis en désaccord complet parce que vous proposez aujourd'hui la composition d'un gouvernement de la France-Allemagne, parce que c'est ça votre idée. Je crois plus ou moins avoir forgé au micro d'Inter il y a une quinzaine d'années ce mot de France-Allemagne. Oui, bien sûr, mais personne n'en veut aujourd'hui. Hélas, enfin, à part vous et moi. À part vous et moi. Non, 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 vous et moi, quelques-uns de nos amis, mais personne n'en veut. Je crois donc qu'il faut commencer par des choses concrètes et évidentes. Je crois que une industrie de défense européenne porterait évidemment une réflexion stratégique qui porterait une définition d'une politique étrangère commune, etc., etc., et que là, il y a une dynamique. Commencez par les concepts et vous n'arriverez à rien. Et vous n'arriverez à rien si ce n'est à des débats théologiques sans intérêt et interminables. Monsieur. Bonjour, Nicolas de Villemandy, étudiant de l'université Paris 2. Moi, ma question, j'aimerais bien qu'on parle un peu de la Chine. Est-ce que par rapport à la Chine, on parle de l'Europe, vous avez parlé des États-Unis de Trump, et maintenant voir un peu dans ce cercle entre Europe, États-Unis, Chine, et essayer de peut-être cet exercice de prospective, je ne sais pas si qui peut être intéressant, qui est de se dire, dans 10 ans, comment vous voyez ces trois nations, ou rapidement, pour donner un peu une vision là-dessus pour l'Europe. Parfois, c'est bien d'avoir 3 questions de suite, mais ça permet de réfléchir. Peut-être. Peut-être. Écoutez, moi, j'ai une idée depuis une vingtaine d'années en tête, mais elle est peut-être absurde, j'en sais rien, mais je vous la livre. Je crois que il y a 2 grandes puissances du Pacifique qui s'appellent les États-Unis et la Chine, que de toute manière, avant longtemps, nous ne pèserons pas là-dedans, et qu'il faut les laisser se débrouiller. Peut-être en viendront-ils aux mains en mer, comment on dit, en mer de Chine, j'ai jamais compris. De Chine du Sud, ah oui, d'accord. Moi je dis la mer de Chine, mais il paraît qu'il ne faut pas. Il y en a 2. Ah, c'est ça, bon, d'accord. Bon, alors en mer de Chine du Sud, peut-être s'entendront-ils, puisque M. Trump est l'incarnation de l'art du deal, je ne sais pas, on verra. Mais en revanche, je me dis que si nous pouvions travailler, et là nos amis britanniques auraient été bien utiles peut-être, mais enfin bon, ils ne sont plus là, ils partent, que si nous pouvions travailler à un rapport très étroit avec l'Inde, là il y aurait une certaine logique, y compris quand on regarde une carte. Est-ce que ça tient la route ? Peut-être, parce que une fois j'avais évoqué cette idée devant un très haut responsable du département d'État qui était immédiatement devenu rouge de colère en me disant « Ah non, ça l'Inde, on ne vous la laissera pas ». Ah, je me suis dit « Tiens, l'idée n'est pas forcément stupide alors ». Mais je crois que les 2 grandes puissances asiatiques sont au minimum dans une rivalité profonde, qu'elles ne peuvent pas avoir les mêmes alliés et que nous aurions tout à fait intérêt à nous proposer et à travailler au resserrement des liens avec New Delhi. Deuxième chose, la première partie de ma vie a été bercée parce que je m'occupais du monde communiste européen, a été bercé par des soviétologues qui m'expliquaient que rien ne pouvait changer à Moscou, et auxquels j'expliquais que si, tout allait changer à Moscou. Et quand j'entends aujourd'hui que rien ne peut changer à Pékin,
Écoutez, je ne connais pas aussi bien loin de là, la Chine que je connaissais le monde communiste européen à l'époque, mais je me dis que cela relève sans doute du même aveuglement. Et quand je vois ce qui se passe à Hong Kong, quand je vois ce qui se passe avec les Ouïghours, quand je vois ce qui se passe à cause de ce qui se passe à Hong Kong dans les consciences taïwanaises, je me dis que l'histoire de la Chine contemporaine ne sera pas forcément l'histoire d'une éternelle affirmation. Mais je m'arrêterai là, avant de dire des bêtises. Question. Alors, les deux messieurs, aidez à faire passer les micros. Non, il faut le micro. Il faut le micro. Parce que ce Forum Europe est très, très, très regardé après par les 60 000, enfin par une partie des 60 000 étudiants que le CNAM a en région. Donc voilà. Monsieur, et après, derrière, vous passerez. Ah, oui, vous avez présenté tout au début les petites histoires. Donc l'histoire, on a vu de la France qui agace, donc l'épisode de la semaine dernière. Moi, j'aimerais vous entendre sur l'épisode d'aujourd'hui, sur le Brexit. Avantages, inconvénients, ce que vous en pensez, comment vous le voyez dans l'avenir de l'Europe. Qu'est-ce que je pense du Brexit? Du mal, bien entendu. Je pense qu'une Union européenne sans la Grande-Bretagne est une Union européenne amputée. J'en pense que les Britanniques ont ouvert le débat sur le Brexit après avoir voté à leur référendum et non pas avant. Que là, on a entendu parler du problème irlandais qui crevait pourtant les yeux après la victoire du oui, et pas avant que les Britanniques ne se prononcent. J'en pense que les défenseurs de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne ont industriellement menti à leurs compatriotes et leur ont raconté n'importe quoi. J'en pense que, comme disait Shakespeare, ce qui est fait ne peut être défait, et que, ben voilà, c'est fait, ça ne peut être défait. Les Britanniques s'en vont, très vraisemblablement. Il n'est nullement exclu que les communes ne refusent cet accord samedi, mais si c'est le cas, Boris Johnson convoquera des élections. Il est vraisemblable qu'il les remportera parce qu'il proposera quelque chose, alors qu'en face, il n'y a pas de proposition concrète, ou trop de propositions diverses, et une confusion. Et puis que tout le monde en a marre en Grande-Bretagne comme ici. Donc, bon, ben voilà, c'est fait, c'est fait. Alors maintenant, la suite. Je crois vraiment que les Britanniques vont partir, samedi ou un peu plus tard. Je crois que dans 15 ans, ils reviendront. Bien que je pense qu'une Union européenne sans la Grande-Bretagne soit une union amputée, ce n'est peut-être pas plus mal, finalement. Je le dis avec tristesse, j'aime pas le dire, mais peut-être quand même. Ce n'est peut-être pas plus mal qu'ils s'en aillent, car enfin, il n'y aura plus de Grande-Bretagne assise sur le frein européen, et que nous pourrons avancer plus facilement, en tout cas qu'avec eux, et que quand nous aurons avancé, eh bien, ils viendront. Question. Oui, bonjour. Donc Sylvain, je suis étudiant au CNAM.
Je voulais juste revenir sur une notion que vous aviez rapidement évoquée dans votre discours introductif, c'était la question du changement climatique de manière générale. On a du coup des rapports successifs du GIEC qui sont de plus en plus alarmistes sur cette question-là, qui a priori semblent indiquer que, y compris les objectifs posés par l'accord de Paris ne seraient pas forcément respectés, en tout cas au vu des trajectoires actuelles. Et pour autant, une décennie qui vient, qui va être fondamentale et qui va marquer les évolutions, qui risque de marquer les évolutions du climat pour les dizaines d'années à venir. Et donc ma question, elle est assez simple, c'est dans quel état d'esprit sont les parlementaires européens vis-à-vis de cette question-là? Comment est-ce que vous abordez cette question-là? Et de manière plus générale, un peu quel est le rôle de l'Europe et quel rôle l'Europe doit avoir sur la scène internationale vis-à-vis de cette question, quoi. Faites descendre le micro jusqu'à monsieur là. Mais... Oui. J'aurais dû vous en parler dans le propos liminaire. Il y a deux choses aujourd'hui au Parlement européen qui fassent un consensus presque absolu. C'est la question du climat. Bon, il y a certainement... Pardon ? Même l'extrême droite ? En fait, oui. De plus en plus. Pas totalement, mais de plus en plus. Et si l'extrême droite ou les extrêmes droites pensent autre chose, ils n'osent pas le dire. Parce qu'aujourd'hui, dire que... se dire climato-sceptique, comme on dit, c'est à peu près comme défendre la pédophilie, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc il y a une très grande unanimité, une très grande sensibilité, qui est particulièrement forte, évidemment, parmi les députés scandinaves, allemands, néerlandais, l'Europe du Nord. L'Europe du Nord est encore plus sensible que le reste des pays membres, mais tout le monde l'est. Tout le monde l'est très fortement. Je vois dans le groupe Renaissance auquel j'appartiens, c'est l'évidence, quoi. C'est l'évidence. Sur quoi ça va déboucher, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que, de toute manière, quelles que soient les mesures que l'on prendra ou que l'on prendrait, elles seront par définition toujours insuffisantes. Et donc, il y aura toujours des gens pour dire qu'elles sont insuffisantes. Et ils n'auront pas tort, d'ailleurs. Ils auront vraisemblablement raison. Mais simplement, comme dirait M. Macron, enfin, il ne le dit pas, mais il le pense visiblement, ce qu'il ne le dit pas, d'ailleurs, peut-être l'a-t-il dit, qu'importe. Enfin, en tout cas, il le pense. Il y a ce que l'on doit faire et il y a ce que l'on peut faire. Parce que, souvenons-nous de la manière dont a démarré le mouvement des Gilets jaunes en France. Quand des gens arrivent en disant oui, très bien, les mesures que vous proposez, vous, les défenseurs de l'environnement, elles sont très très bien et parfaitement supportables par les gens des classes moyennes supérieures, mais pas par les smicards. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, pour un responsable politique, et pour 28, maintenant 27, pour 27 responsables politiques, je ne vous dis pas, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Surtout quand il y a un président brésilien, un président américain, un président russe et un président philippin et combien d'autres qui vous disent que jamais au grand jamais et qu'ils continueront les mines de charbon, la déforestation et tout le reste. Et qu'ils le font. Et qu'ils le font. Et qu'il est bien difficile de les en empêcher. Je ne suis pas très positif, pardon. Monsieur.
Oui, bonsoir. D'abord, merci pour votre introduction. J'ai compris que j'avais la parole. Là. Si ce n'est pas le cas, vous me le dites. Je pense qu'un des grands défis du XXIe siècle, c'est le défi technologique. Donc on sait que d'un côté, on a la Chine et de l'autre côté, on a les États-Unis. On sait aussi qu'un des problèmes qu'a eu la Chine au milieu du XIXe siècle, c'est une faiblesse technologique qui l'a rendue faible par rapport aux grandes puissances, ce qui a permis tout ce que l'on sait. Moi, je pense que l'Europe a un rôle à jouer. Je pense que votre idée, d'ailleurs, de rapprochement avec l'Inde est une idée intéressante. Mais on a quand même un certain nombre d'atouts en matière technologique. Si je prends la France, on ne peut pas se limiter à la France, parce qu'il faut considérer l'Europe et pas uniquement la France, on a quand même un nombre de médailles Fields, donc de prix Nobel d'économie, qui, en nombre, est à peu près celui des États-Unis à un près. Ce qui montre quand même qu'il y a un potentiel au niveau des skills, au niveau des compétences qui existent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas été capable d'avoir une forme de management de l'ensemble de ces compétences qui les rendent compétitives par rapport aux États-Unis ou à la Chine. Et je dois dire qu'un des problèmes, enfin, moi je rentre de Boston où j'ai passé quelques jours. Boston, il y a le MIT et Harvard. Enfin, il y a une puissance, une énergie qui règne là-bas qui est extraordinaire. On rentre à Paris et on se dit, oh, eh ben, c'est pas la même chose. Donc, comment générer cette énergie au niveau de l'Europe pour qu'on ait cette compétitivité par rapport à la Chine et aux États-Unis, alors qu'on a les compétences? Merci. Écoutez, je ne sais pas, sauf que je crois savoir et que nous croyons savoir que si nous constituions un ensemble politique plus affirmé et plus solide, nous serions plus à même de galvaniser, de réunir et galvaniser ces énergies. Pour le reste, je ne sais pas. Monsieur. Allez-y. Oui, je voudrais savoir si, enfin, on a tous vécu régulièrement le doute vis-à-vis de l'Union européenne d'une manière générale, dans le grand public et du Parlement européen, même de la Commission. Donc, sur la prochaine mandature, il y a un enjeu fort. Il faut montrer que tout ça peut bouger. Selon vous, et je sais qu'il y a eu, enfin, vous avez parlé tout à l'heure de la plateforme qui a été en commun, décidée en commun avec plusieurs groupes, le PPE, les Verts, l'Europe, le SPD. Est-ce qu'il y a une mesure symbolique sur laquelle l'ensemble des partis ou la majorité d'entre eux sont d'accord pour qu'on puisse vraiment dire que le Parlement européen a fait quelque chose d'assez simple et concret? Il y a plein de choses concrètes et simples. Est-ce qu'il y a dans les programmes à venir quelque chose qui pourrait venir assez vite et qui serait le symbolique que les choses bougent? Dès que je l'ai trouvé, car je le cherche, je vous le dis. Mais c'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut choisir un truc. Vous avez parfaitement raison. Il faut trouver le machin symbolique, fort naturellement, mais symbolique, qui parle à beaucoup de gens. Pas à tout le monde, ça n'existe pas, mais à beaucoup de gens. En même temps, dans beaucoup de pays, enfin le plus grand nombre possible de pays, etc. Et qu'en même temps, il soit possible de faire admettre à un nombre conséquent de gouvernements en place, de groupes politiques au Parlement, etc. Moi, je cherche. Mais, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais bon. Je vous donne un exemple. Le Parlement européen, un exemple pas à la hauteur de vos attentes, mais un exemple, je crois, parlant. Le Parlement européen, chaque année, décerne le prix Sakharov à une victime d'un
régime répressif, à quelqu'un qui a défendu et qui le paye, la liberté d'expression, les libertés, l'ensemble des droits de l'homme, l'état de droit, etc., etc. Et avec deux amis du parti britannique, qui vont partir maintenant, du parti libéral-démocrate, qui appartiennent aussi au groupe Renaissance, nous avons poussé l'idée que le Parlement européen décerne son prochain prix Sakharov à un économiste et professeur d'université ouïghour qui est en tôle à vie pour avoir prêché l'ouverture d'un dialogue entre les Chinois et les Ouïghours. Au début, l'idée ne passait pas. Et puis, on s'est répartis avec mes deux amis, les groupes du Parlement. D'aller voir les gens du PPE en leur disant, enfin, quand même, c'est une dictature communiste, vous pourriez... D'aller voir les sociodémocrates en leur disant, mais enfin quand même, c'est une dictature communiste et c'est la paix, l'entente entre les peuples, etc. On est allé voir les Verts en leur disant, mais enfin tout de même, et peut-être que ça va passer. Et donc il y a finalement, dans ce Parlement, je ne parle pas de l'extrême droite, mais en dehors de l'extrême droite, il y a finalement des sujets sur lesquels il peut y avoir une convergence forte. Alors il faut les trouver, et il faut en trouver un ou deux qui soient non pas plus importants que la cause des Ouïghours, parce que quand même 9 millions de personnes, dont 1 million de personnes en camp de concentration, 1 sur 9. 1 million de personnes, ce n'est pas des camps d'extermination, des camps de concentration, oui. Avec des choses absolument épouvantables, par parenthèse. Les enfants séparés des parents. Les professeurs ouïghours chassés des écoles et remplacés par des professeurs Han, pour que les enfants ouïghours perdent tout lien avec leur culture, etc., etc. Ben, voilà, il faut trouver des choses comme ça. Je pense que ça peut être sur la défense de l'environnement, mais ça peut être aussi sur des sujets de politique étrangère. J'y réfléchis beaucoup et j'y suis pas encore. Non, on approche de l'heure. Je voudrais juste peut-être donner deux idées. Ah oui, je suis preneur. Il faut une idée par le bas et une idée par le haut. Il faut que les gens s'y retrouvent. Il faut que dans 5 ans, les gens se disent « ce Parlement a changé les choses. Cette mandature a changé les choses. » Moi, j'ai une idée que je défends depuis longtemps, notamment dans les ouvrages que j'ai écrits avec Pascal Lamy, qui est la création d'un fonds européen de formation professionnelle. Que quand les gens sont au chômage dans n'importe quel pays de l'Union, ils ont leur chômage national, il faut qu'ils sachent que la reconversion sur des métiers d'avenir, le numérique, je ne sais quoi, soit en partie financée par un fonds européen. Ça, je crois que c'est une bonne idée. Oui, je te la propose. La deuxième idée par le haut, il faut qu'il y ait une espèce de, comment dire, de symbole de l'excellence européenne. Alors on ne peut pas le faire, je crois, sur le numérique, parce qu'il me semble, le peu que je sache, c'est qu'on a perdu la bataille. Par rapport aux Américains et aux Chinois, on n'arrivera jamais à un Google, je pense. Mais je ne sais pas. Sur l'intelligence artificielle, on n'a pas voilà, perdu. mais sur l'intelligence artificielle, on n'a pas perdu. Et donc, je ne connais pas le sujet. Donc, je ne sais même pas comment fonctionnent ces algorithmes et qui les manipule, etc. Mais là, c'est un domaine par le haut où on pourrait, par exemple, créer, on a bien créé l'Agence spatiale européenne, on pourrait créer une agence spatiale, une agence européenne de l'intelligence artificielle. Alors là, voilà. L'idée, elle est là. Je ne sais pas si elle va se concrétiser, mais elle y est. Bon. On en parle beaucoup. Mais prenez-la en tant que Parlement. Et pas seulement au Parlement. Ben oui, mais prenez-la.
Oui, alors le problème c'est que le Parlement, c'est pas un problème rédhibitoire, hein, mais le Parlement, comme nous le savons, n'a pas l'initiative législative. Mais le Parlement, personne ne lui interdit de penser et de proposer, même si ce ne sont pas des lois. Ça peut être des idées. Alors moi je suis très embêtée parce qu'on arrive à l'heure. Qui est-ce qui a le micro là? J'avais vu une dame qui avait alors madame, et alors après les gens vont être frustrés, mais allez-y. Ah, excusez-moi. Non, on n'entend rien. Mais il marche pourtant. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont à ce point maladroits dès qu'ils prennent le micro. On m'entend? Oui. Je voudrais m'autoriser à questionner un peu cette idée de puissance européenne, parce que quand même on a une époque d'exacerbation, me semble-t-il, des nationalismes américains, chinois, indiens, russes, et par ailleurs, les problèmes de l'humanité semblent être des problèmes communs à l'humanité. Est-ce que vraiment, alors c'est évidemment une impuissance européenne, personne n'en veut, mais est-ce que de vouloir et d'avoir une puissance européenne, c'est de nature à faciliter les régulations entre ces nationalismes? Et est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a une espèce de renoncement à un multilatéralisme qui traiterait les problèmes plus communs de l'humanité? Que vous avez à moitié répondu à votre question en disant de vous-même que le contraire de la puissance, c'était l'impuissance. Donc je n'ai pas développé. Et vous avez ajouté de vous-même, et l'impuissance européenne, personne ne la souhaite. Moi non plus. Donc je souhaite la puissance européenne. Maintenant, est-ce que l'idée de puissance, ou la réalité, je l'espère bientôt, d'une puissance européenne serait contraire au multilatéralisme? Absolument pas. Absolument pas. Il y a multilatéralisme entre des puissances, grandes ou petites, ou moyennes. Il n'y a pas multilatéralisme entre des impuissances. Parce qu'à ce moment-là, à quoi sert le multilatéralisme si personne ne se donne les moyens de faire ce qu'il considère comme bon? Je suis partisan du multilatéralisme, cela va de soi, mais d'un multilatéralisme entre des puissances, et je préfère qu'il n'y ait pas que la puissance américaine et la puissance chinoise sur Terre. Je crois qu'il faut une puissance européenne, si possible d'ailleurs alliant les deux parties du continent européen, les deux piliers du continent européen, que sont l'Union européenne et la Fédération de Russie. Je pense que c'est une étape très difficile à franchir, mais qu'il faut essayer. Que si nous avions pu signer les accords d'Helsinki avec l'Union soviétique de M. Brejnev, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas signer des nouveaux accords de sécurité et de coopération en Europe avec la Russie même de M. Poutine, qui à bien des égards est pire que M. Brejnev, j'en suis conscient. Beaucoup plus inquiétant en tout cas. Mais bon, c'est comme ça. On préférerait que Mandela occupe les bureaux du Kremlin, mais ce n'est pas le cas du tout. Et puis si nous arrivions par bonheur, on va peut-être terminer là-dessus, si tu es d'accord, si par bonheur nous arrivions à la signature de nouveaux accords d'Helsinki avec la Fédération de Russie, eh bien ce continent Europe serait véritablement à même d'organiser un co-développement prometteur avec l'autre rive de la Méditerranée. Le continent uni serait plus à même de le faire que ne le serait l'Union européenne toute seule. Si on continue, il y a là une vision
Je ne sais pas, enfin un quart de siècle, peut-être un peu plus d'ailleurs, mais qu'est-ce que c'est qu'un quart de siècle? Vous savez, la chute du mur de Berlin, c'était il y a 30 ans. Bon. Il y a donc là une vision à moyen long terme d'un continent Europe divers, pas forcément démocratique dans toutes ses parties, mais uni et agissant ensemble vers quelques mesures de bien commun, de raison et de bien commun. Puis de l'autre côté, il y a un continent américain et de l'autre côté, il y a un continent chinois, parce que le continent asiatique sera un continent chinois, c'est évident. Voilà, c'est peut-être à ça qu'il faut travailler. Mais pour travailler à ça, il faut commencer par muscler un peu l'union. Alors, Voilà. musclons l'union. Merci Bernard d'avoir partagé cette analyse avec nous. Moi, je trouve, c'est la première fois que je l'entends, hein, cette analyse sur le fait que la victoire de la France signifie la détestation de la France, en gros, et que ça, c'est un vrai problème politique pour notre président. Je trouve que ça méritait vraiment, et ça mérite d'être réfléchi. Et donc, moi, je propose qu'on fasse un feuilleton. C'est-à-dire que à peu près tous les ans, à la même époque, tu reviennes nous donner tes nouvelles impressions. Et bien au bout de 4 ans, 4 feuilletons, ça fera un nouveau bouquin, Voyage en Europe du CNAM. Et ce serait formidable pour nous. Donc merci beaucoup. Mais je suis sérieuse. C'est une très bonne idée. Je suis sérieuse. Merci à tous. Alors, juste un mot sur les autres forums Europe. J'ai plein d'invités qui m'ont donné leur assurance, dont Michel Barnier, notamment aujourd'hui, dont Amélie de Montchalin, qui est notre nouvelle ministre des Affaires européennes. Je n'ai aucune date, malheureusement, à vous dire, donc soyez attentifs. Parce que les hommes politiques et les femmes politiques, c'est toujours très compliqué d'avoir une date fixe. Donc soyez attentifs au calendrier que vous recevrez. Sinon, moi j'ai très envie d'en faire de faire un forum Europe bientôt. Donc si je n'ai personne en novembre, ce sera moi. Mais j'espère que vous reviendrez quand même pour moi. Donc à bientôt.